De par ma place de modérateur, j'ai la chance ce matin de vous présenter Madame Joëlle Belaï Salar. Je vais lui faire un hommage, j'espère qu'il va lui plaire. Savez-vous que, actuellement, vous le savez certainement, les deux entités en matière de reproduction dans le monde, les deux entités pionnières, c'est l'ICHRE et la SRM. Et savez-vous que l'ICHRE a été fondé par un Français avec professeur Edwards, c'est le docteur Jean Cohen. C'est feu le docteur Jean Cohen qui ont fondé l'ICHRE, et la première session de l'ICHRE s'est tenue en 1985. J'ai eu la chance de participer, parce que Cohen avait, je pense que c'était les premières journées au monde à s'occuper de la stérilité et de l'infertilité. Et Jean Cohen était vice-président de la Société américaine d'infertilité. Et j'ai eu la chance de participer aux journées, aux premières journées. Et mon attention a été attirée par une jeune dame très dynamique qui était dans l'ombre de M. Jean Cohen, c'était Mme Joëlle Belaï Salar, qui, depuis, elle bataille en France pour l'infertilité, pour l'amélioration des structures. Elle bataille aussi pour tout ce qui est éthique. Et la cerise sur le gâteau, c'est une grande amie de la Tunisie que nous accueillons chaque fois qu'elle arrive avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'amour et beaucoup de volonté. Donc, on lui a choisi un thème à la hauteur de son aura, qui va être les ovaires polykystiques et infertilité. Et je vous donne la parole, madame, avec toute notre affection. Merci infiniment, Monsieur le Président. Et merci de vous souvenir de Jean. C'est très émouvant comme introduction, merci. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de renouveler toutes mes félicitations à la STGO pour son dynamisme, à son et à ses présidents. Alors, après le superbe topo qu'on vient d'écouter, il va falloir retomber un tout petit peu sur terre, et j'en suis vraiment navrée, parce que l'intelligence artificielle, il est clair que ça nous fait absolument rêver. Alors, il y a un certain nombre de choses un peu bateaux dans le SOPK ou les ovaires polykystiques, et je vais essayer plutôt de vous parler de notions un petit peu plus actuelles. Le premier point, c'est quelle est la fréquence réelle de l'infertilité chez ces femmes. Vous savez qu'on voit arriver ces jeunes femmes qui nous disent « on m'a dit que j'avais des ovaires polykystiques, donc je n'aurai jamais d'enfants ». C'est l'idée qui court dans notre population. Or, en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est vrai que ces femmes, elles vont consulter plus souvent en infertilité, qu'elles auront plus souvent recours ou que les témoins au traitement de l'infertilité, qu'elles sont plus âgées, qu'elles sont plus souvent nullipares au moment de l'accouchement, qu'elles mettent plus de temps pour obtenir leur premier enfant. Et là, ce sont des publications plutôt des années 2010, mais même jusqu'à celles 2020. Mais ce qu'on sait moins, et le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, parce que c'est celui qu'il faut qu'on arrive à faire passer aux patientes, c'est qu'à la fin de leur vie reproductive, les femmes atteintes d'ovaires polykystiques ont exactement autant d'enfants que les témoins et que celles qui n'ont pas d'ovaires polykystiques. Ce qui suggère, c'est vrai, une fécondité réduite, parce que j'ai oublié de dire dans la phrase précédente volontairement que ce n'était pas toujours des grossesses spontanées, mais que nos traitements et stratégies sont extrêmement efficaces. En fait, on devrait le savoir depuis 10 ans, puisque cette petite étude suédoise, elle date de 2009, et elle comparait 91 ovaires polykystiques à 87 témoins, et vous voyez que parmi les PCO, il y en avait quand même de 86,7 qui avaient bien donné naissance à un enfant, dont 73% en grossesse spontanée, et que si on comparait les chiffres à la population témoin, on voit que les chiffres sont identiques. Néanmoins, c'est une étude suédoise bien plus récente qui nous donne une preuve beaucoup plus formelle. Vous voyez donc sur le tableau... est-ce que je vais... Bon, tant pis. Ah si, pardon. Sur le tableau de gauche, tout simplement, donc, vous voyez les taux de naissance que l'on est en grossesse
globale, spontanée ou assistée, à la fois chez les témoins et chez les ovaires polykystiques, et on voit que ce sont exactement les mêmes. Bien sûr, sur le tableau de droite, si vous regardez ce qui est spontané, c'est un petit peu moins. Mais donc, même si on pouvait dire au début qu'on avait peu de données, maintenant, je pense qu'on a des données qui permettent de rassurer nos patientes, et je crois que c'est le premier message clé que je voulais vous faire passer. L'étude australienne, par exemple, de Holton 2018, elle est tout à fait basée sur un autre système, puisque c'est une étude qui parlait de contraception. Mais on interroge les femmes qui ont des ovaires polykystiques et les autres, et on voit qu'il y a exactement autant de grossesses indésirées, de grossesses désirées, de fausses couches ou d'avortements chez les femmes qui ont des ovaires polykystiques que chez les autres. Et l'étude de personnes que je viens de vous montrer, ce qui veut dire, et c'était la conclusion, que le taux cumulatif de grossesse spontanée est plus élevé que ce que les femmes et les médecins pensent, même si on parle seulement spontané, c'est un peu plus bas. Un peu plus bateau, cette diapositive sur si la grossesse ne vient pas. Alors, prise en charge classique, vous la connaissez aussi bien que moi, régime, activité physique, adjuvant. Si ça ne marche pas, comme je suis française, je ne vous ai mis que le citrate de clomifène et je n'ai pas mis le létrozole, mais on va quand même en parler, nous n'y avons pas droit en France. Le drilling, la stimulation avec ou insémination et la FIV. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans les 3 dernières années, à la fois côté Eschereux, à la fois côté Cochrane et côté différentes méta-analyses? Le premier point, c'est une étude de Philippe Merviel que j'aimais bien, et l'homme et l'étude, je voulais dire, mais qui disait bien qu'en cas de désir de grossesse, il faut de toute façon ne pas se masquer les yeux en disant c'est un ovaire polykystique, mais explorer complètement le couple, perméabilité tubaire, qualité du sperme, et c'était exactement ce que disait le consensus de Rotterdam de 2008. Mais si vous regardez les Eschereux Guidelines de 2018, la réflexion est un tout petit peu différente. Le sperme, toujours à vérifier, ça je crois que c'est une certitude, plus jamais de citrate de clomifène sans que le conjoint ait eu un spermogramme. Mais la vérification de l'état tubaire, qui nous est chère, là, elle est marquée à discuter selon chaque femme. Maintenant, si on lit bien la version longue, on découvre qu'en fait, il faut la faire quasiment tout le temps. Si antécédent d'infection, antécédent de douleur, de chirurgie abdominale, d'IST ou d'endométriose, ou suspicion, et nous le savons bien, les suspicions d'endométriose désormais, elles sont légion. Alors, les mesures hygiéno-diététiques, on en parle tous, mais soyons honnêtes, il y a très peu de preuves scientifiques évidentes, parce qu'il n'y a tout simplement pas d'études randomisées. C'est difficile de randomiser, vous allez faire du sport et vous n'en faites pas, et vous ne savez pas que vous n'en faites pas. Alors le double aveugle, là, je ne vois pas vraiment comment. Alors, donc, c'est ce que la Cochrane, qui ne se base que sur la science et les études randomisées, dit, il n'y a pas de preuves scientifiques. Néanmoins, soyons honnêtes aussi, la perte de poids, on le sait tous, de 5 à 10%, ça améliore l'adiposité abdominale, l'hyperandrogénie, et les gros avaient bien montré que si on a des mesures hygiéno-diététiques avant l'induction de l'ovulation, chez les PCO obèses ou en surpoids, et ce n'est pas le cas de toutes, on a une chance de naissance vivante qui est multipliée par 2,5. Donc, d'accord, pour une fois, je ne peux pas vous donner d'études randomisées, néanmoins, ça reste tout à fait valable. La chirurgie bariatrique, par contre, est toujours considérée comme expérimentale et même chez les PCO très obèses, n'a pas de place démontrée. Ah, premier serpent de mer, la metformine. Alors, vous allez voir que c'est assez variable. Mais la Cochrane de 2019 dit « Oui, c'est peut-être mieux que le placebo, maybe ». Il faut toujours admirer dans la Cochrane les termes. C'est rarement « peu », c'est en général « mais ». Donc, ça pourrait être bénéfique par rapport à un placebo, mais par rapport à un placebo, d'accord, mais ça ne modifie pas le taux de fausse couche, et par rapport au citrate de clomifène, il n'y a pas d'amélioration, bien que, il est précisé dans la Cochrane, que si le BMI est supérieur à 30, oui pour le clomifène, si c'est inférieur à 30, ce serait la metformine. Quant aux autres adjuvants qu'on voit se développer, que ce soit l'acupuncture ou les plantes médicinales chinoises, 2 Cochrane s'y sont consacrés, dont la dernière, et c'est amusant, sur les plantes chinoises en 2021, il n'y a pas de données probantes. Alors, le citrate de clomifène. En France, on l'a vu donner largue à manu, sans contrôle, et ça, on est tous d'accord, ça ne doit plus exister. Il faut toujours monitorer le premier cycle, au moins par un dosage de progestérone en phase lutéale. Le test postcoïtal pour savoir s'il y a un effet néfaste est très discuté. En tout cas, il ne faut jamais insister. On ne devrait plus voir ces femmes qui en ont pendant 1 an. Et on sait, ce sont les données les plus classiques qui restent d'actualité, 60 à 80% d'ovulation et un taux global de grossesse de 40 à 80%. Bien entendu, la Cochrane a montré, la dernière, 2019, qu'il valait mieux utiliser le létrozole.
Nous n'avons pas le droit en France de le faire en raison d'une étude qui avait montré qu'il y aurait, et étude non confirmée, plus de malformations. Donc chez nous, ça n'a toujours pas l'autorisation de mise sur le marché. Mais l'honnêteté, c'est de vous dire que le taux de naissance dans la dernière analyse de l'Eschreux est supérieur, et dans la Cochrane, avec le létrozole qu'avec le clomifène. Et d'ailleurs, la recommandation de l'Eschreux dit bien, c'est le létrozole qu'il faut utiliser en premier, et c'est seulement s'il n'est pas utilisé ou s'il y a un coût prohibitif qu'il faut avoir recours à une autre stimulation. En pratique, si vous l'utilisez, c'est des J2, J3, de 5 à 5 mg par jour, monitorage chez l'échographie, pas besoin de dosage, et on fait juste une progestérone en milieu de phase lutéale. Est-ce qu'il faut associer, puisque nous utilisons clomifène, la metformine? Alors là, c'est à nouveau bien discuté, mais la Cochrane conclut qu'il n'y a pas de certitude que ça améliore les choses par rapport au clomifène seul. Ça, et en général, d'ailleurs, nous ne l'utilisons pas. Le drilling, il a eu un effet mode, qu'il soit en cellule ou en fertiloscopie. Finalement, il est assez peu pratiqué, il est équipe dépendant. C'est vrai qu'il y a une amélioration transitoire des cycles, c'est vrai qu'on voit aussi que dans plus de 50% des cas, il faut finalement stimuler quand même la femme, et moi je crois que c'est la dernière Cochrane signe un peu la mort du drilling, puisque clairement, là, pour une fois, la Cochrane s'est mouillée, c'est moins efficace que la stimulation en termes de naissance vivante. Alors la stimulation par gonadotrophine, on le sait, c'est assez classique, le step-up chronique low dose, je ne vais pas vous en parler. Patience, oui, il faut accepter de déclencher les femmes parfois à J25, J26. On a quand même 20% de grossesse par cycle avec un risque de grossesse multiple. Quelle gonadotrophine? Pas de preuve qu'il y en ait une seule qui soit la meilleure. Faut-il, et c'est la grande question, associer à la stimulation par gonadotrophine l'insémination intra-utérine? La recommandation du collège sur l'infertilité qui est sortie cette année dit que non. Alors c'est un peu bizarre, mais bien qu'étant la présidente du collège, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, et nous faisons des inséminations à Saint-Cloud, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les recommandations, les RPC du collège, sont basées exclusivement sur les études randomisées. Il y a une seule étude, c'est cette étude de Weiss, et vous voyez les chiffres. Quand on regarde le taux gonadotrophine plus insémination, alors je ne retente plus ma flèche, tant pis, on voit qu'on a 54,3% de naissance. Si vous utilisez des rapports, on a 6% de moins. Mais cette différence n'atteint pas la signification. Donc, évidemment, pour les RPC, la différence n'est pas significative. Alors, nos arguments pour l'utiliser, et je sais bien que je ne suis pas la seule, c'est que nos patients qui ont déjà eu du citrate d'abord attendu, ensuite du citrate de clomifène, ensuite une stimulation, avec tout à chaque fois on leur dit rapport programmé, ça veut dire rapport sur commande, en ont ras-le-bol. Et que quand nous leur proposons, on va faire une stimulation et une insémination, en général, madame et monsieur sont extrêmement soulagés. Le taux de grossesse dans l'insémination, il est excellent. Vous le voyez en naissance vivante, 23,5. Je reconnais qu'il y a quand même 17% de grossesse gémellaire, ce qui n'est pas sans poser de soucis. Et chez les femmes les plus jeunes, on est même, bon, c'est pas grave si ça ne marche pas, à 25%. Alors la FIV. La FIV, tout le monde le sait, il faut donner des antagonistes et on peut déclencher par agoniste et pratiquer un Hall freeze. Tout le monde sait moins que quelques patientes ne répondent pas aux antagonistes et qu'on a encore le droit, voire le devoir parfois, d'utiliser un protocole long. L'intérêt majeur de la FIV, c'est évident, surtout avec un embryon unique, c'est d'éviter les grossesses multiples. Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent et que nos patientes nous répercutent parce qu'elles les ont lues sur les réseaux sociaux quand elles arrivent. Alors, il y a des points admis à l'unanimité. On va consommer beaucoup moins de gonadotrophine, c'est sûr. On va stimuler de façon plus rapide, c'est sûr. Il y aura plus d'ovocytes que dans les autres indications. Quelle est la qualité de ces ovocytes? Là, c'est un tout petit peu plus discuté, le nombre d'ovocytes matures. Mais finalement, même si la proportion est un peu plus basse, au nombre global d'ovocytes matures, globalement, le plus souvent, c'est au moins égal dans les études aux autres indications. Et le taux de naissance, alors là, c'est clair, quand on utilise les embryons frais plus les embryons congelés, il est identique aux autres indications. Là encore, c'est un argument qu'il faut donner aux patientes. Que nous a dit l'Eschreux? Que, en l'absence d'indication absolue à la FIV, c'est plutôt un traitement de seconde ligne et que, bien sûr,
la FIV a quand même un avantage énorme sur la limitation des grossesses multiples. Et il est vrai que dans la vraie vie, très souvent, on a commencé, on a fait le citrate de clomifène, on a fait 1 ou 2 cycles de gonadotrophine avec insémination, où on voit que quelles que soient les faibles doses utilisées, et même avec 37,5 de gonadotrophine, on a un risque de grossesse multiple majeure. On propose le recours à la FIV, et en général même, les patients nous le demandent avant même qu'on l'ait proposé. La qualité de l'endomètre est plus discutée, mais c'est compensé par la grande quantité d'ovocytes. Alors, on retombe dans nos serpents de mer. Faut-il donner des adjuvants? Eh bien, là, c'est une Cochrane de 2020 sur la metformine à nouveau, non. Et même, il est dit peut-être que ça pourrait jouer un rôle en protocole long, mais c'est celui qu'on n'utilise pas. Et en protocole antagoniste, au contraire, ça diminue les taux de succès, donc il n'y a aucune indication. Cela pourrait avoir un effet, on l'a utilisé à un moment, pour diminuer le taux d'hyperstimulation. Je dois dire que, comme tout le monde, en fait, on a fini par abandonner. Ah, autre serpent de mer, le myoinositol. Cochrane 2018, pas de preuve que ce soit efficace. Mais 2018, on est en 2022, une revue de la littérature de 2021 dit « peut-être que ça pourrait avoir un rôle, mais il faut avoir de meilleures évaluations ». Artini 2021, un peu plus positive. Et puis, les résultats de Geoffroy Robin plus récents montrent qu'en fait, oui, il y a des résultats prometteurs, mais attention, les études sont de faible intensité, il n'y a pas beaucoup d'études en double aveugle, la définition, on va y revenir, du SOPK est trop souvent variable. Bon, il y a quelque chose, je pense que là, peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera, et en tout cas, je ne me permettrai pas de conclure sur ce sujet, il faut attendre d'autres études. La MIV, par contre, ça c'est clair en France, elle est peu utilisée, elle donne des trop mauvais résultats, même dans cette indication. Alors tout ce que je viens de vous dire, c'est abominablement classique, c'est une prise en charge classique. Sauf que, vous avez sûrement remarqué qu'en réalité, dans toutes nos études, on parle de PCO de façon générale. On ne dit jamais si ce sont des PCO jeunes, des PCO âgés, des PCO minces, des PCO avec un syndrome d'insulinorésistance, des PCO obèses. Et l'idéal, en vérité, ce ne serait pas du tout ce que je viens de vous montrer, c'est d'avoir des lignes claires pour les PCO jeunes, pour les âgés, pour les minces, pour les surpoids et pour toutes les combinaisons. Alors, on le sait, il n'y a pas du tout un syndrome des ovaires polykystiques. Cette dia est empruntée à mes amis lillois. Donc, c'est Christine de Canter qui parle du PCO des villes, que nous, on appelle le PCO 92, Hauts-de-Seine, moi je travaille dans les Hauts-de-Seine, ou le PCO Canderel, parce qu'elles sont vraiment très très minces, et le PCO des champs, qui ont tout le CAF syndrome caractéristique. Alors, autre situation, c'est, nous savons tous que les femmes souhaitent des enfants de plus en plus tard. Est-ce que c'est une catastrophe pour les PCO? Eh bien, non, très probablement. On se posait la question, est-ce que la réserve ovarienne des ovaires polykystiques s'épuise de la même façon? Nous avons fait une étude à Saint-Cloud de 2012 à 2017, où on avait inclus toutes nos patientes de plus de 38 ans qui étaient en protocole. Et on avait respecté les critères de Rotterdam et les non-SOPK. Et vous voyez dans ces résultats, les femmes qui ne sont pas PCO, elles ont 10% d'accouchement à 40 ans. Le taux moyen en France de l'agence de biomédecine, c'est 9% à partir de 40 ans. On n'est vraiment pas différent à Saint-Cloud, 10. Mais regardez le taux de naissance vivante des ovaires polykystiques à 40 ans, enfin 39,74. Bon. Elles ont 22% de naissance vivante. Et c'est clair que c'est un taux extrêmement acceptable. Alors, bien sûr, on nous a dit, il y a un biais, vos PCO sont minces, c'est vrai. C'est des PCO Canderel, des PCO 92, des PCO des villes. On nous a dit, ah oui, mais les non-PCO, vous avez un taux faible d'accouchement. Ben non, 10%, alors que la donnée de l'âge moyen de 40 ans en France, l'agence de biomédecine nous dit c'est 9%. Donc, cette première conclusion, il ne faut pas avoir peur des PCO vieillissantes. Je dirais même que ce sont les seules femmes de 40 ans que vous pouvez accueillir avec plaisir dans vos cabinets, parce que celles-là, elles ont toutes les chances d'être enceintes, comme si elles avaient 35 ans non PCO. Alors, d'ailleurs, la littérature nous donne complètement raison. On sait que les PCO vieillissantes, souvent, voient leur cycle se régulariser. On sait qu'elles entrent en ménopause plus tard, et 92, donc c'est une notion qui n'est pas tout à fait récente, que le taux d'AMH baisse beaucoup plus rarement. Et en réalité, c'est très étonnant, parce que c'est maintenant qu'on reparle du fait qu'il ne faut pas avoir peur des PCO vieillissantes, alors que regardez l'âge, et j'ai marqué volontairement les années de mes bibliographies, en fait, 96, par exemple, on commençait à en parler du fait qu'elles avaient moins de risques d'insuffisance
insuffisance ovarienne prématurée. Et cette étude iranienne, qui est très intéressante aussi, qui montre qu'il y aurait 2 ans plus tard pour la ménopause pour les femmes qui ont des ovaires polykystiques. Ou encore cette étude qui a encore 10 ans. Donc c'est amusant qu'on en ait si peu parlé. Où vous voyez bien, les femmes qui ont une infertilité tubaire, il y a une chute du taux de grossesse avec l'âge qui est catastrophique, qu'on n'observe pas chez les ovaires polykystiques. Alors, dernier point, c'est bien joli d'obtenir une grossesse, mais et après ? Après, il faut encore continuer à se méfier quand même des ovaires polykystiques. Et là, je crois que Leschreau a eu raison de le souligner, et c'est peut-être pas assez connu des obstétriciens, c'est que ces femmes, elles ont un risque augmenté de diabète gestationnel. Et par exemple, en France, dans les recommandations du collège pour le dépistage du diabète gestationnel, ne figure pas le fait d'avoir des ovaires polykystiques, ce qui est une erreur, hein, ce qui devrait y figurer. Même si elle a 30 ans, même si elle est mince, il faut dépister le diabète gestationnel. Une augmentation des prématurités, de la prééclampsie, des fausses couches avec un cariotype normal, des mornées, des grossesses extra-utérines. Après, il faut dire que ça, c'est général et qu'il y a un certain nombre de risques qui, eux, sont liés exclusivement à l'obésité. Mais les méta-analyses sont claires. Oui, ces grossesses sont un peu plus compliquées. Alors, pour conclure, premier message, il faut rassurer les femmes atteintes d'ovaires polykystiques sur leur fertilité. Elles auront autant d'enfants que les autres. Peut-être seront venus nous voir un peu plus souvent, mais à la fin de leur vie reproductive, leur désir d'enfant aura été exaucé. La fécondité spontanée n'est pas nulle. Nos thérapeutiques, et c'est rare qu'on puisse l'affirmer à ce point, sont extrêmement efficaces. Vieillir n'est pas aussi grave pour les patientes atteintes d'ovaires polykystiques que pour les autres femmes, et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame, pour cette excellente présentation, très pratique. Comme je l'ai dit, à la hauteur de votre expérience et votre aura, je n'ai pas arrêté de vous faire des 11 petits reproches. Allez-y. Le collège n'est pas très présent sur les réseaux sociaux. Le collège n'est pas très présent. En préparant la journée de pré-congrès, nous avions 11 communications sur l'endométriose et en faisant une recherche Google sur les recommandations du collège, on ne les voit pas sortir dans les recherches pour des gens. Je l'ai trouvé sur Twitter. Ah voilà. C'est Sofia Makeva qui l'a lancé. C'est pour vous dire que nous vous demandons aimablement d'être un peu plus présent au niveau des réseaux sociaux parce que nous voulons une représentativité française. Je suis personnellement pas très réseaux sociaux, mais dans le collège, on s'y met, rassurez-vous. Nous avons un vice-président très dynamique sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci pour le tour d'horizon global avec des messages très clairs. Moi, ma question, c'est, puisque vous êtes à la tête du collège et aussi dans beaucoup d'instances, on sait que le terme polykystique, en fait, c'est un terme qui a été attribué un peu par ignorance. En fait, c'est un excès de follicules stimulables ou de follicules FSH sensibles. C'est un terme très anxiogène pour les patientes et qui leur pose plein de questions par rapport à la qualité de leurs ovules, par rapport au fait qu'elles aient des kystes, mais aussi qui a entraîné des dérives sur le plan médical, parce qu'il y a cet délit entre guillemets, de sale gueule, puisque des cliniciens voient cet aspect multifolliculaire chez des femmes ovulantes et commencent à appliquer tout cet algorithme, y compris le drilling, à des femmes qui ont cet aspect-là. Que s'est-il passé pour qu'on puisse changer autant de choses en 60 ans et pas le terme polykystique ? Alors, tu as tout à fait raison, comme d'habitude, d'utiliser le mot anxiogène. C'est pour ça que j'ai commencé la présentation en disant « il faut rassurer les patientes ». Parce qu'on les voit tout arriver en disant « j'ai des ovaires polykystiques, donc mon gynéco m'a dit, ma sage-femme m'a dit, donc je n'aurai jamais d'enfant ». Ensuite, je pense comme toi sur le terme, mais je ne vois pas comment maintenant on arriverait à le changer. Je crains que ce soit trop entré dans la littérature. Mais c'est vrai qu'il faudrait réussir à changer ce mot d'ovaire polykystique. C'est une certitude. Et enfin, comme tu le sais aussi, l'équipe de Lille
a revu les critères et normalement, si on n'a pas 25 follicules de chaque côté, d'après Didier Devailly et toute son équipe, on ne devrait pas utiliser le mot ovaire polykystique parce qu'il y a une fausse épidémie d'ovaires polykystiques aux images échographiques. Ça, c'est sûr. Il y a des diagnostics erronés, tu as parfaitement raison. Ce sont des infertilités sans cause évidente parce qu'en général, ce sont des femmes minces, ce sont des femmes qui ont leurs règles tous les mois, qui ovulent, mais comme elles ont plein de petits follicules, mais moins de 25 de chaque côté, on leur dit, vous avez des ovaires polykystiques. C'est une définition erronée. Ça, c'est sûr. Sur ce sujet, je me permets de dire qu'il y a quand même un groupe qui travaille international sur les ovaires micropolykystiques et ce problème de ovaires micropolykystiques, de l'appellation d'ovaires micropolykystiques, maintenant, ce groupe-là y travaille et maintenant on tend vers le côté, disons, il y a un phénotype métabolique, il y a un phénotype de reproduction. Et on va vers l'appellation d'ovaires plutôt avec un phénotype métabolique et un phénotype oui, reproductif. Mais pour que ça passe dans le grand public, je pense qu'on n'y est vraiment pas du tout. Et là, on se base bien sûr, sur le profil des androgènes, etc. Et moi, je vais ajouter le fait que celle qui avait fait les guidelines de l'ESRE, Madame Elena Tédé, on a proposé plus que 70 noms, appellations. Et aucune n'a été admise parce que, soit qu'on parle d'androgènes, andro-ovaires, ou le problème métabolique, et ça ne passe pas au niveau des médecins, ça ne passe pas au niveau des femmes. Moi, je pense qu'on n'arrivera pas à le changer. Même si nous, on sait qu'on parle d'une entité qui n'a plus de sens, mais je ne pense pas qu'on le change. Enfin. S'il vous plaît, oui. Une question. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une différence? Pardon? Oui. Allez-y. S'il vous plaît, ma question, c'est est-ce qu'il y a une différence? Oui. Ma question, est-ce qu'il y a une différence dans la prise en charge des SOPK obèses par rapport aux SOPK maigres? Oui. C'est clair que oui. D'abord parce que finalement, de temps en temps, les PCO minces sont à la limite en réalité de l'anorexie. Et on arrive à des tableaux qui sont assez aberrants sur le plan physiopathologique où on ne sait plus quelle est la part des choses. Surtout s'il se rajoute un peu d'hyperprolactinémie. Donc et dans la prise en charge, oui, enfin oui et non. Parce que le principe général reste le même. Le citrate de clomifène peut toujours être utilisé. Par contre, je dirais que dans les gonadotrophines, il est clair que chez les patientes obèses, on consomme infiniment plus et on voit bien que quand on les traite avec des faibles doses, ça ne sert strictement à rien. Et finalement, la FIV est clairement plus facile, même si la ponction est plus compliquée chez la patiente obèse. Les ovaires polykystiques chez les adolescentes, l'aspect des ovaires, le look des ovaires avant le déclenchement de la ménarche, c'est des ovaires qui ont un aspect polykystique ou polyfolliculaire, parce qu'il y a le polycystic ovarian disease, donc c'est un syndrome, puis il y a l'aspect des ovaires qui sont polykystiques. Alors, chez les adolescentes obèses hirsutes qui ont un problème d'aménorrhée ou de troubles du cycle et qui ont un problème cosmétique. Alors, est-ce que vous attaquez? Quelle est votre prise en charge de façon très, très sommaire? Est-ce que vous allez... Alors, je ne m'en occupe pas personnellement, donc je serais malhonnête de vous répondre, mais je pense qu'il y a toujours une place pour une pilule, c'est une certitude, là. Et après, j'allais dire que, attention au poids des mots. J'emploierai pas le mot ovaire polykystique chez une adolescente, parce que si vous dites à une jeune femme de 14 ans ou de 15 ans, elle va débarquer à 22, 25 ou 30 ans en disant « Depuis que je suis petite, on me répète que j'ai des ovaires polykystiques, donc je sais que j'aurai pas d'enfant ». Je pense qu'il faut parler de dysovulation, essayer d'éviter le mot hirsutisme et parler peut-être d'hyperandrogénie ou de signes d'imprégnation hyperandrogénique et plus que jamais de faire attention au poids des mots qui vont marquer ces jeunes filles. Donc j'emploierai un vocabulaire extrêmement prudent. Et après, je les mettrai sous pilule. Est-ce que la spironolactone, parce que la pilule est insuffisante? Ça dépend. Alors là, c'est un autre... Le côté cosmétique.
Il faut l'association de spironolactone plus la pilule. Et il faut qu'elles voient un dermato pour pouvoir les aider à être prises en charge, à se sentir mieux dans leur peau. Des pilules qui, avec l'acétate de cipropyrone, en sachant que l'acétate de cipropyrone vous donne des lésions au niveau c'est pour ça que c'est un vieux débat. La Diane 35, c'était génial. Par les endocrinos. Ça a été abandonné, sauf exception. Okay, merci. Donc, je termine par une petite réflexion sur l'utilisation du nétrézol. Chez l'homme, on l'utilise pour augmenter la testo en cas de syndrome de Klinefelter avant la biopsie testiculaire. Et on l'utilise pour une période de 3 mois pour augmenter cette testo. Chez la femme, il y a déjà une hyperandrogénie. Et lorsqu'on utilise le nétrézol, on va augmenter encore plus. Et est-ce que ça nous arrange? Est-ce que ça va nous arranger dans l'obtention des ovocytes matures, tout ça? Voilà. Alors, en AMP, on ne l'utilise pas, donc je ne peux pas vous répondre. Par contre, en termes de naissance vivante, si c'est le létrozole seul, il semble bien que oui, ce soit quand même plus efficace que le citrate de clomifène. Et en France, on déplore et on essaye d'expliquer, là en ce moment avec la HAS, de leur discuter, de leur donner nos arguments et la littérature, elle est en faveur du létrozole plus que du citrate de clomifène. Merci. Je vous en prie. Merci, madame. Et nous passons au symposium Merck